L'économie est bleu-clin aujourd'hui sur France Culture et pour en parler, nous accueillons Denis Rioux, historien de l'art, auteur de cet ouvrage Yves Klein, Manifester l'immatériel, paru chez Gallimard. Également avec nous à distance, Sophie Crass, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice de L'économie à l'épreuve de l'art, art et capitalisme dans les années 1960, publiée aux Presses du Réel. Une émission préparée aujourd'hui par Diane Devancey, Léa Sabourin, Anouk Milio, Tina Young et Léopold Thiévan. Il n'y a rien, ensuite il y a un rien profond, puis une profondeur bleue. Quel en est le prix de cette œuvre? Un lingot d'or pur d'1 kilo me suffira. Le prix du sang bleu ne peut en aucun cas être de l'argent, il faut que ce soit de l'or. Bonjour Sophie Crass et Denis Rioux. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on connaît Yves Klein qui s'exprimait ici en 1959 à la Sorbonne pour ses œuvres d'art, moins pour sa pensée économique, alors qu'en réalité, il a développé toute une réflexion sur la valeur de l'œuvre d'art, Sophie Crass. Oui, absolument. En fait, la valeur, chez lui, c'est vraiment une sorte de connecteur sémantique entre le domaine de l'art et celui de l'économie. Parce que pour lui, la valeur, c'est la valeur esthétique, c'est la valeur économique, mais c'est aussi, dans une terminologie très plastique, c'est la valeur au sens de l'intensité d'une couleur, son degré de saturation. Donc il emprunte à ce vocabulaire à la fois de la pratique artistique, de l'esthétique et de l'économie pour penser vraiment un système de valeurs. Le terme de valeur est central, Denis Rioux, pour comprendre Yves Klein, à la fois artiste et économiste. Oui, alors surtout, à mon sens, pour confronter Yves Klein artiste, parce que la valeur économique, bon, il développe ça à plusieurs reprises, de manière plus ou moins claire, mais surtout, en effet, en introduisant l'or, il décale les habitudes du marché pour nous faire comprendre quelque chose sur sa propre pratique et sur les qualités particulières qu'il estime être celles de ses œuvres, et notamment de ses monochromes. Alors comment en est-il arrivé à développer cette réflexion sur la valeur? Rappelons qu'Yves Klein est né le 28 avril 1928 à Nice et tout le destine alors à devenir un artiste puisque ses deux parents sont peintres et il va grandir dans cet environnement artistique très stimulant, Denis Rioux. Oui, alors je dirais à l'inverse que tout le destine à faire autre chose que ses Ouais. parents, puisque son père est peintre figuratif, sa mère est peintre abstraite. C'est très important, hein, ce diptyque abstrait figuration qui est dominant pour l'époque. Et le jeune homme un peu vif, un peu rebelle comme tout adolescent, rêve de faire autre chose et il rêve en réalité de devenir euh, capitaine dans la marine marchande et donc de mener des aventures à travers le monde. Simplement, il échoue au baccalauréat et donc ses rêves de rentrer à l'école de la marine marchande s'effondrent et il doit trouver autre chose. Et c'est à ce moment-là que le judo, et pas l'art, que le judo prend le dessus et que les aventures aussi commencent puisqu'il voyage d'abord en Angleterre avec l'idée notamment d'apprendre non seulement à bien monter à cheval mais à s'occuper des chevaux parce qu'il rêve avec son ami Claude Pascal de rejoindre le Japon à cheval. Là. C'est Mais tout à ses fait ambitions de typique. judoka vont être déçues et il a 26 ans lorsqu'il se lance dans les monochromes. Il publie alors un livre d'artiste. Que cherche-t-il à exprimer à travers ses premiers monochromes, Sophie Crass? Disons que, c'est je pense un intérêt, pour la couleur, qui intervient en fait très, très tôt dans sa démarche artistique et qui va le suivre, tout au long de sa carrière. Je pense que Denis Rioux sera le mieux placé peut-être pour répondre de manière plus précise à cette question, mais on sent une profonde cohérence en fait dès le début de cette démarche artistique. Oui, ces premiers monochromes sont en écho avec ce que vous décrivez, Denis Rioux, c'est-à-dire ce goût du voyage, puisque ils sont en relation avec plusieurs villes dans lesquelles il a vécu. Oui, alors c'est un livre d'artiste, effectivement, mais c'est aussi une fiction. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1954, quand il réalise cet album, il est à Madrid et il a l'opportunité technique
d'imprimer les planches et de coller des petits rectangles monochromes, mais il n'y a pas de peinture monochrome. Il n'a pas encore peint des monochromes. C'est au fond à la fois un essai un peu poétique et un test un peu poétique, parce qu'il y a une préface de son ami Claude Pascal qu'il faut mentionner, qui est composée simplement de lignes noires qui imitent la présence de la typographie sans qu'il y ait de texte. Bien entendu, c'est Yves Klein aussi, ça. Mais, donc, à partir de ça, il le raconte lui-même, il va tester les réactions quand il rentre à Paris, même autour de lui, et notamment auprès des peintres abstraits. Et au fond, il voit que quelque chose est intéressant dans cette affaire. Et à partir de là, il va peindre les tableaux et vouloir les montrer, bien sûr. Les monochromes existaient déjà, mais ils n'étaient pas appelés ainsi. Denis Rioux, c'est vraiment avec Yves Klein qu'ils vont s'imposer sous ce terme de monochrome. Alors, monochrome, ça voulait dire autre chose pour les spécialistes de l'art. C'était une peinture d'une seule couleur, mais avec des nuances de ton ou de valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le camailleux. Je crois que tout le monde comprend cette expression. Ou les grisailles en décoration, c'était des monochromata, on disait. Enfin bon, des monochromes. Et évidemment, il y a eu des peintures monochromes, c'est-à-dire d'une seule couleur réalisées avant que Klein entre dans cet univers, mais ça ne s'appelait pas, ça s'appelait peinture blanche, par exemple, ou bien carré noir, ou etc., etc., peinture rouge, peinture... Mais pas monochrome. Cette invention est une invention d'une personne dont il faut absolument mentionner le nom, de Pierre Restany. Enfin, cet usage du mot, le mot existait bien sûr, pour Yves Klein, c'est Pierre Restany, donc, critique d'art qui devient son mentor. Critique d'art qui devient son mentor et qui va nommer ses tableaux propositions monochromes, c'est-à-dire qu'il décale, c'est plus tout à fait des tableaux non plus, ce sont des propositions, ça s'adresse à nous comme des propositions monochromes, et je crois que c'est le point de départ de la peinture monochrome en tant que genre pictural, je dirais. C'est à l'automne 1956 qu'il crée le fameux bleu, l'IKB, l'International Klein Blue. Yves Klein est arrivé un après-midi avec Damian. Il était question de choisir un bleu. Donc, ils se sont trouvés là, on a regardé les tiroirs, on a sorti une douzaine de tiroirs de bleu, on les a montés dans la réserve à la lumière du jour. Et puis, dans tous les bleus qui ont été choisis, Yves était assez tenté par un bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, c'est un bleu redoutable, le bleu de Prusse, parce que ça se diffuse terriblement. Puis finalement, il s'est orienté sur l'outre-mer. Et voilà, c'est le bleu qui a été choisi. Le bleu Klein, soyons clairs, pour respecter la chose, le bleu, c'est un bleu d'outre-mer classique. C'est un médium que j'ai mis au point pour lui. Par contre, c'est son tour de main qui fait que ça s'appelle le bleu IKB, International Klein Blue. Voyez-vous, c'est le tour de main de l'artiste qui donne la valeur à la chose. Voilà, Édouard Adam, marchand de couleurs de Montparnasse, invité dans l'ancienne émission Surpris par la nuit sur France Culture le 21 mars 2001. Yves Klein a donc créé ce bleu avec Édouard Adam et le peintre et sculpteur roumain Horia Damian. Quel sens ce bleu a-t-il pour Yves Klein, Denis Rioux ? Alors c'est identitaire, je dirais. C'est tout lui, le bleu. Alors peut-être que pour comprendre pourquoi finalement il choisit d'élire une seule couleur et non pas des monochromes de plusieurs, il faut revenir à une exposition qui s'est tenue en 1956, dans laquelle il présentait à la galerie Colette à Lundy, qui était une galerie réputée à l'époque, il présentait des monochromes de différentes couleurs, agencés sur le mur, et puis il y a pas mis à la suite les uns des autres, mais dispersés, disons, sur le mur. Et puis, il y a une discussion qui est organisée, comme ça arrivait à l'époque, dans la galerie, et il se rend compte que le public perçoit là ce qu'il a appelé une polychromie décorative, c'est-à-dire qu'ils ont considéré le mur entier comme un tableau. Et il faut résoudre cette question, puisque le monochrome vert, le bleu, l'orange, etc. Ça ne permet pas de percevoir la monochromie, et il décide donc pour l'exposition suivante, qui se tiendra en Italie, d'élire une couleur, et ça va être le bleu. Il élit cette couleur et le 2 janvier 1957, à la Galerie Apollinaire de Milan, Yves Klein expose 11 propositions monochromes bleues strictement identiques. Pourtant, selon l'artiste, ces tableaux devraient être vendus à des prix différents. Pourquoi cela, Sophie Crass ?
Oui, alors ça, c'est un moment très important dans la carrière d'Yves Klein. C'est Denis Riou lui-même, je crois, qui a appelé cet événement ou cette histoire une fable didactique. Et je trouve que c'est un très beau terme. C'est une fable parce que c'est quelque chose que Yves Klein a inventé. Ces tableaux n'ont pas été réellement vendus à des prix différents. Mais c'est une fable didactique au sens où s'il raconte ça, c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Il veut nous apprendre quelque chose de très important sur sa pratique. Et ce quelque chose a à voir avec sa notion de ce qu'est la valeur d'un tableau. Donc ce qu'il explique, c'est que si ces tableaux sont tous semblables en apparence, ils ne le sont qu'en apparence seulement. Et qu'en réalité, avec une certaine sensibilité, on peut percevoir des différences de qualité entre ces tableaux. Et une manière de prouver en fait que ces différences de qualité existent et que les acheteurs sont prêts à les acheter à des prix différents, donc défiant complètement évidemment les règles habituelles du marché de l'art. Et alors, qu'est-ce qui crée cette différence entre les œuvres d'art? C'est la sensibilité de chaque visiteur qui est nécessairement différente, Denis Riou? C'est le grand mystère que l'esthétique, depuis plusieurs siècles, ne parvient pas à résoudre. C'est précisément sur cette question qu'il met le doigt. C'est-à-dire quelle est la valeur véritable. Alors, il faut rappeler aussi, à la suite de ce qu'a dit Sophie Kratz, il faut rappeler qu'à l'époque, les tableaux étaient vendus au point, c'est-à-dire en fonction de leur dimension, de la surface. Donc plus le tableau était grand, plus il était cher, en fonction bien entendu de la cote de l'artiste. Lui, c'est cet édifice-là qu'il met à bas, en pensant à une valeur qui est de l'ordre de l'invisible, de l'immatériel, mais qui répond à un couple qui est très important pour lui, je dirais imprégnation d'un côté, l'artiste imprègne, la surface picturale est une plaque sensible qui a reçu cette imprégnation. Voilà, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais à partir de là, cette imprégnation fixée dans le bleu ou dans d'autres couleurs, mais là, dans le bleu, cette imprégnation rayonne. Et c'est ce rayonnement qui nous touche et qui fait la valeur de l'art. Tout ça étant évidemment de l'ordre du non-visible, mais ce n'est pas de l'ordre de l'irréel pour autant. Et c'est une réflexion qu'il élabore, Sophie Kratz, pour justement prouver sa volonté de se situer en dehors des lois du marché. Il y a une volonté ainsi de rejeter la loi de l'offre et la demande en défendant un prix juste. Oui, je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. En fait, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un marché pur et parfait, comme disent les économistes. Donc, dans cette espèce de modèle abstrait du marché, c'est un marché, c'est un lieu dans lequel se vendent des produits qui sont homogènes, qui sont en quelque sorte substituables. Un marché dans lequel l'offre et la demande sont atomisées, anonymes. Un marché aussi où il y a une forme de transparence totale de l'information. On voit bien que le marché de l'art ne correspond pas du tout à ces critères. Le marché de l'art est un marché assez opaque dans lequel les produits ne sont pas homogènes, ils ne sont pas substituables, ils sont plutôt uniques en général. C'est donc un marché réel qui est assez différent du marché théorique des économistes. Moi, ce que je trouve intéressant dans le cas de cette exposition de 57 à la Galerie Apollinaire, c'est que, d'une certaine manière, Yves Klein rétablit les conditions théoriques d'un marché parfait. C'est-à-dire que voilà, il va exposer des tableaux qui sont en quelque sorte des produits homogènes, qui vont être mis tous ensemble dans un même lieu, où finalement le marché pur et parfait va pouvoir advenir. Et au moment où il fait ça, eh bien, il décide de changer les règles et que les règles normales de l'offre et la demande ne vont pas fonctionner, que les acheteurs ne seront pas du tout anonymes ou atomisés, mais auront chacun en quelque sorte leur place dans l'échange, dans un échange individualisé qui va correspondre pour chacun à des prix différents. Pour moi, c'est un peu ça la leçon théorique en fait qu'il essaye de donner. Et j'évoquais le terme de prix juste parce que il y a beaucoup d'éthique dans cette réflexion d'Yves Klein et dans sa démarche artistique, Sophie Kratz.
Oui, absolument. C'est-à-dire que pour Yves Klein, le prix de marché, établi en fonction de l'offre et de la demande, c'est un prix qui est purement contingent. Et lui, il s'accroche, il recherche en fait une conception plus archaïque du prix, qu'on peut rattacher dans une certaine mesure à la conception médiévale de juste prix, selon laquelle la valeur est intrinsèque et elle appartient à une sorte d'ordre divin des valeurs, elle a une dimension éthique. Et le prix, lui, doit se conformer à cette valeur. Il doit en être dérivé, il doit se calquer sur elle. Et c'est dans ce régime-là qu'on peut penser la valeur économique comme ayant un fondement éthique. Et c'est vraiment ce que recherche Yves Klein, je pense. J'expose des peintures monochromes, bleues, toutes identiques, de même format et de même ton chez Iris Clair et Colette Alindi. Des controverses assez passionnées soulevées par cette manifestation me prouvent la valeur du phénomène et la profondeur réelle du bouleversement qu'il entraîne chez les hommes de bonne volonté fort peu soucieux de subir passivement la sclérose des concepts reconnus et des règles établies. Chacune de ces propositions monochromes bleues, toutes semblables en apparence, sont reconnues par le public bien différentes les unes des autres. L'amateur passe de l'une à l'autre comme il convient et pénètre dans un état de contemplation instantanée dans le monde du bleu. L'observation la plus sensationnelle est celle des acheteurs. Ils choisissent parmi les 11 tableaux exposés chacun le leur et le paient chacun le prix demandé, et les prix sont tous différents, bien sûr. Ce fait sert à démontrer que la qualité picturale de chaque tableau est perceptible par autre chose que l'apparence matérielle et physique. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie selon Yves Klein, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie des historiens de l'art Sophie Crass et Denis Rioux. Alors on l'a bien entendu ici, lors de cette conférence d'Yves Klein à la Sorbonne en 1959. Pour l'artiste, la valeur d'une œuvre d'art relève de l'invisible et il cherche donc, il refuse ainsi de se soumettre aux lois du marché, alors même, Sophie Crass, qu'il a très bien compris les règles du jeu. Il connaît le fonctionnement de la loi, de l'offre et de la demande. Il connaît le fonctionnement du marché de l'art, mais justement, il refuse de s'y soumettre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, on peut seulement spéculer sur le pourquoi, mais je dirais que la première chose, c'est vraiment le contexte dans lequel tout ça se déroule. C'est-à-dire que dans les années 1950, c'est vraiment un moment où le marché de l'art est en pleine effervescence. Il est alimenté par la croissance de l'après-guerre, par l'inflation, qui fait que l'art est aussi une valeur refuge intéressante pour les acheteurs. Le marché de l'art parisien est aussi encore au cœur de l'intérêt des collectionneurs internationaux. Paris jouit encore, pour quelques années encore, de cette réputation de capitale mondiale de l'art. Et donc, c'est vraiment dans ce milieu d'effervescence du marché, ce milieu assez spéculatif, que Yves Klein va construire en fait cette pensée du marché. Et puis, il faut aussi ajouter que je pense que cet intérêt pour les questions économiques, il doit aussi se comprendre dans un cadre plus large. Yves Klein a vraiment une pensée de comment renouveler, comment révolutionner toutes les structures économiques, sociales, politiques à partir de l'art. Il est vraiment dans une posture avant-gardiste de ce point de vue, de réfléchir à comment l'artiste peut ouvrir la voie vers un renouvellement de la société en général. Oui, et puis on a évoqué cette exposition très importante de 1957, mais il y a un autre moment majeur dans la carrière d'Yves Klein, c'est cette exposition du vide, c'est comme ça qu'elle a été appelée, de 1958 à la galerie Iris Clair à Paris. Et c'est une exposition au cours de laquelle, je disais dans mon introduction, Yves Klein va finalement organiser la rareté de ses œuvres, alors même, Sophie Crass, qu'il s'agit d'œuvres invisibles et donc potentiellement illimitées. Oui, alors en effet, et là, Yves Klein, dans je dirais dans l'établissement de ces fameux certificats qui vont, disons, permettre de réaliser la vente concrète des œuvres immatérielles, de ces œuvres invisibles. Là, Yves Klein va démontrer vraiment sa connaissance très très fine des mécanismes du marché et notamment de la rareté. Puisque finalement, ce qu'il propose, c'est un modèle
de construction artificielle de la rareté en fabriquant en quelque sorte une sorte d'édition limitée. Donc de la même façon que les graveurs et puis bientôt les photographes vont limiter volontairement le nombre d'épreuves tirées de leurs œuvres pour en augmenter leur prix, en assurer leur prix, eh bien Yves Klein va de la même manière organiser la rareté de ces œuvres immatérielles dont finalement le nombre potentiellement serait complètement illimité. Mais là, il va, je dirais, numéroter soigneusement par série ces zones dans des carnets de reçus qui sont établis à des prix différents, ce qui va permettre de réintégrer ces œuvres immatérielles dans le régime économique de la rareté compatible avec le marché de l'art. Pour être très clair, Denis Rioux, dans cette exposition, il n'y a rien du tout. Il y a ces zones de sensibilité picturale immatérielle qui, pour autant, sont vendues au public. Alors, vous allez un petit peu vite, là. C'est pas encore le moment des zones qui seront vendues, effectivement, en fonction des numéros et des prix contre une valeur en or. Non, à cette exposition-là, il n'y a véritablement rien à vendre, mais au contraire de ce que le public a ressenti et ce que les journalistes ont dit, c'est-à-dire le vide, exposition donc du vide. Au contraire, la galerie est pour Klein, c'est ses explications, entièrement saturée de sensibilité picturale immatérielle, c'est-à-dire que c'est le bleu, dont on a compris tout à l'heure que la visibilité du bleu était séparée de la valeur esthétique et donc de la valeur financière du bleu visible. Donc c'est ce bleu qui s'immatérialise et qui remplit la galerie de sa, je dirais, sa substantifique moelle, c'est-à-dire la sensibilité picturale. Mais au moment de l'exposition chez Riesler, il n'y a pas encore organisation de vente. Et là, c'est intéressant de rentrer un peu dans le détail, parce que c'est finalement sa galeriste, qui, elle, est au plus près du marché, bien sûr, qui va pousser Yves Klein à trouver les moyens de vendre de la sensibilité picturale immatérielle. Ceci étant, cette sensibilité picturale immatérielle avait déjà à l'époque une valeur, puisque les cartons d'invitation pour le vernissage de ces expositions, qui symboliquement d'ailleurs correspond à son 30e anniversaire, enfin, il y a tout ça, c'est important de comprendre que c'est aussi vécu, porté par un artiste qui croit profondément en ce qu'il fait. Ces cartons d'invitation sont accompagnés d'un petit bon d'entrée gratuite pour les amis. Ceux qui ne bénéficient pas de ce petit bon d'entrée gratuite devront payer, alors c'est 1500 francs, je crois, de l'époque, c'est-à-dire très peu en vérité, parce qu'il est possible que, y compris sans l'avoir recherché, ils emportent avec eux des lambeaux, c'est le terme qu'il emploie, des lambeaux de cette picturalité immatérielle, de cette sensibilité, immatérielle. Et donc, pour cela, il faut payer. Voilà. Donc, effectivement, tout a un prix, si vous voulez, mais ce n'est pas encore à vendre pour autant dans l'exposition d'avril 58. Et pour Yves Klein, l'amateur, le visiteur, par son émotion et éventuellement par son achat, participe à la création de l'œuvre elle-même. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, Denis Rioux ? Alors, il faut surtout le comprendre comme ça pour les échanges qu'il va organiser avec un rituel, et donc ces fameux carnets à souche pour la vente, là, véritablement, de zones de sensibilité picturale immatérielle. Effectivement, il y a une coopération. L'œuvre n'existe finalement que quand le rituel a eu lieu, c'est-à-dire quand l'œuvre a été achetée et que le rituel a été accompli. Et en quoi consiste ce rituel, justement ? Alors, ce rituel est particulièrement intéressant parce que avant, il fallait peut-être passer par un détour à Anvers, mais peu importe, c'est-à-dire ce que vous avez passé tout à fait au début. L'échange ne se fait pas en monnaie ordinaire, mais avec de l'or. C'est l'étalon or, bien sûr, qui n'a plus tout à fait cours à cette époque, mais qui, dans les esprits, a toujours cours. Donc, l'incorruptibilité de l'or s'échange avec, disons, cet immatériel qui, par définition, est aussi incorruptible, puisqu'il n'est pas matériel. Et donc, ça, il a cette idée déjà un peu après l'exposition dite du vide.
Et puis quand il met au point ces échanges avec des amateurs pour les zones de sensibilité picturale immatérielle, le rituel consiste en ceci. Le prix de l'œuvre est payé en or. Une partie de l'or qui est donnée à l'artiste doit être répandue dans la nature. Très concrètement, ça se fera au pied de Notre-Dame, là aussi objet symbolique, un escalier qui descend d'un pont qui s'appelle le pont au double. Là aussi, c'est important. Et pendant que l'artiste rend à la nature, donc jette dans le fleuve, la moitié des lingots reçus en paiement ou des feuilles d'or reçues en paiement, l'acheteur doit brûler son reçu. Autrement dit, il n'y a plus de traces de rien, sauf dans le carnet à souche qui indique le nom de l'acheteur et est authentifié par des témoins qui doivent être là. Et bien entendu, Klein n'en parle pas véritablement, mais surtout, tout est documenté par des photographes que Klein lui-même a bien pris soin de mettre en position pour que nous ayons par la suite des images qui prouvent que tout cela a eu lieu. On voit par exemple Dino Buzzati, l'écrivain qui brûle ainsi son carnet, enfin son chéquier, ce reçu qu'il a reçu oui. en échange de cette zone de sensibilité. Et c'est véritablement ce rituel qui permet aux acheteurs de devenir véritablement propriétaires de Nirio. Alors, là aussi, Klein nuance un petit peu, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de la zone si vous ne brûlez pas le reçu, il y en a au début, enfin peu importe. Vous êtes propriétaire, mais vous ne l'avez pas incorporé, c'est-à-dire que ça ne vous appartient pas pleinement en vérité. Et quand vous en êtes propriétaire sans l'avoir incorporé, vous pouvez revendre cette zone, mais il faut la vendre au double du prix que vous l'avez acquise. Sinon, menace de Klein, toute fictive bien entendu, votre sensibilité personnelle sera entièrement annihilée, détruite. Et donc, avec Bruno Buzzati, il a raconté ça dans ses textes mémorables. Et il y a ce moment où il brûle le reçu et il raconte, et là on comprend bien la difficulté qu'il y a à se séparer complètement, à n'avoir plus de traces de rien. Il raconte que dans sa main est resté un petit bout, évidemment, qu'il était non brûlé, et que subrepticement il l'a mis dans la poche de son imperméable, de sa veste. Pour le conserver, geste évidemment tout à fait dérisoire, mais qui indique bien la difficulté qu'il y a à acheter quelque chose qu'on ne possédera pas physiquement, matériellement. Et justement, Yves Klein est-il le premier artiste à vendre ainsi de l'art immatériel de Nirio ? Alors, c'est un peu une colle. Je ne sais pas si c'est le premier. Je n'ai pas réfléchi en ça, mais en cela, ça en ferait un précurseur des NFT, ces œuvres qui sont exclusivement numériques. C'est ce qu'on a pu entendre. Oui, et précurseur aussi du conceptual art, de l'art conceptuel qui arrivera à la fin des années 60, mais Klein est déjà mort. Sophie Crass, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Yves Klein est un précurseur des NFT ? Oui, c'est quelque chose qu'on a entendu effectivement il y a 2-3 ans quand il y a eu cette vogue très très forte autour des NFT. Bon, je pense qu'il ne faut pas forcer la comparaison, mais disons, les NFT, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des certificats de propriété sur un fichier numérique codé selon des règles de la cryptographie sur la blockchain qui permettent d'associer un objet numérique, donc par exemple une image, et un propriétaire. Et donc cette image peut rester complètement accessible en ligne, elle peut être diffusée partout, elle peut être téléchargeable, copiable par tout un chacun, mais grâce au NFT, elle va être publiquement identifiée comme étant la propriété d'une personne. Donc effectivement, on voit ici, on peut retrouver un mode de conciliation entre propriété, rareté d'un côté, et puis de l'autre, le caractère immatériel de l'œuvre, sa potentielle diffusion à l'infini. Et tout ça n'est pas sans rappeler, évidemment, ce que Klein met en scène avec ces zones de sensibilité immatérielle. Après, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du théorique. Les NFT restent vraiment un instrument avant tout technologique de propriété, quand chez Yves Klein, la dimension ludique et spirituelle prédominait.
On l'a dit, les monochromes sont vraiment la marque de fabrique d'Yves Klein. Un concept, celui de monochrome, qui peut être appliqué à la musique selon l'artiste, et cela donne la symphonie monotone silence. Écoutez. La symphonie monotone silence composée par Yves Klein à la fin des années 50. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à explorer l'économie selon Yves Klein avec les historiens de l'art Sophie Crass et Denis Rioux dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde aujourd'hui par Alex Dang. Alors comment affranchir l'art des contingences économiques? Yves Klein propose de faire des œuvres d'art le nouvel étalon à l'échange en lieu et place de l'or. C'est vraiment une utopie qu'il élabore, Denis Rioux. Comment en vient-il à cette utopie? Alors c'est une utopie effectivement qu'il élabore, c'est-à-dire que ça n'aura jamais de consistance réelle et ça ne va pas influer sur les pratiques économiques de la société. Pourquoi il élabore cela? C'est parce qu'il oppose là la quantité à la qualité. Enfin, c'est un de ses mantras, je peux dire ça comme ça. Et donc, la qualité, pour lui, c'est ce qui va primer sur le reste. Et au fond, il imagine que des modèles vont être déposés, comme ça, dans une sorte de banque centrale de ces chefs-d'œuvre, et que c'est à partir de là que la valeur économique va se dégager. Et là, je pense que Sophie saura mieux parler que moi. Il préfère la qualité à la quantité. Sophie Crass, c'est pour cela qu'il préfère le troc à l'échange monétaire? Oui, oui, effectivement, privilégier la qualité à la quantité, c'est quelque chose qui revient sans cesse en fait dans ses écrits, qui le préoccupe beaucoup. Je pense que pour comprendre tout ça, c'est intéressant de se replonger dans le contexte économique en fait de cette période, puisque en fait la fin des années 50, c'est un moment de crise monétaire. Où des réformes monétaires sont engagées. Et donc l'idée de repenser le système monétaire est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et qui remplit les articles de presse à cette période. Et Klein, évidemment, n'y est pas étranger. En fait, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958 et que la Ve République est fondée, on est en pleine crise monétaire. Il y a une inflation qui est galopante durant l'après-guerre, qui est alimentée aussi par la guerre en Algérie, par un certain nombre d'événements. Et le général de Gaulle va mettre en place un certain nombre de réformes pour tenter de juguler l'inflation et puis de ramener la monnaie sous contrôle. Et je dirais un angle important de ces réformes, c'est l'étalon or. En fait, c'est la croyance dans l'idée qu'il est possible d'ancrer de nouveau le franc dans le métal précieux, dans l'or. Donc il va y avoir une politique d'achat d'or assez massive par la Banque de France. Et disons, le volet le plus visible de la réforme pour les Français, c'est l'introduction du nouveau franc, qui va être effectif au 1er janvier 1960, qui en fait est égal à 100 fois l'ancien franc, et qui est basé sur un certain poids d'or, donc 180 mg pour un franc. Donc l'idée qu'il faut en revenir à l'étalon or est quelque chose qui est très discuté en fait dans ces années-là. Et c'est à mon avis aussi dans ce sens qu'il faut comprendre la proposition un petit peu provocatrice d'Yves Klein de dire plutôt que l'étalon or, l'étalon art. Donc il propose vraiment littéralement de vider les banques centrales de leurs réserves d'or pour y mettre à la place, comme le disait Denis Rioux à l'instant, des œuvres d'art qui tiendront lieu d'étalons immatériels plutôt que strictement matériels. Et que représente l'or pour Yves Klein, Denis Rioux? Vous disiez que c'était un symbole de la valeur inaltérable de l'œuvre d'art. Ce n'est pas pour rien qu'il évoque ainsi l'étalon or.
Oui, bien sûr, il y a ce volet. On pourrait aussi, pour poursuivre ce que vient de dire Sophie Crass, parler de l'emprunt Pinet, qui était lui-même gagé sur l'or, ce qui a posé des problèmes plus tard. Alors, il faut rappeler que c'est un emprunt qui a lieu en 1952, qui était un emprunt national à 3,5% garanti sur l'or. C'était un placement sans risque qui pouvait permettre de payer beaucoup moins d'impôts. Et donc, il a rencontré un succès absolument extraordinaire, Denis Riou. Oui, donc l'or est sur le devant de la scène, mais il y a aussi, je crois, d'autres dimensions qu'il faut souligner ici, c'est que Klein va réaliser des œuvres avec des feuilles d'or. Il avait appris à poser des feuilles d'or chez un encadreur quand il était à Londres. Donc, c'est une technique qu'il maîtrise. Et il va inventer une sorte de nouveau triptyque qui se décale par rapport aux trois couleurs dites primaires de l'art moderne, par exemple de Mondrian. Le jaune, le rouge, le bleu, lui, ça sera le bleu, le rose et l'or. Et il réalise ces tableaux avec des feuilles d'or. Donc ça fait partie de son univers aussi artistique. Et cela renvoie évidemment pour lui comme artiste et pour lui aussi comme catholique, cela renvoie au fond d'or des peintures religieuses anciennes, c'est-à-dire à toute une tradition artistique tout à fait considérable, parce qu'il y a aussi ce volet, disons, religieux autour de Klein, et on pourrait penser qu'il adapte par exemple l'invisible. Enfin bon, c'est quelque chose qui résonne. Il va utiliser le terme de pneuma, qui est un terme qui est utilisé chez les théologiens. Voilà, enfin, donc cet invisible, c'est une forme de transcendance pour Yves Klein. Il y a une sorte de transcendance, et il y a aussi le fait que l'essentiel n'est pas de l'ordre du visible. Le visible est une sorte de marchepied, pour une transition qui nous emmène vers ce qui est plus important, c'est effectivement de l'ordre de l'invisible. Une ère nouvelle devrait donc apparaître où une perception qualitative du champ énergétique de l'économie pourrait enfin orienter l'inertie fondamentale du vivant vers une conception dynamique de la chose créée. Cette conception trouve en moi son fondement dans la richesse chaque jour, plus élaborée, du patrimoine spatial. Aussi, une grande fresque s'allonge-t-elle qui attend son label monétaire. Je récuse en effet réserve et devises, richesse accumulée des grandeurs du passé, mais hypothèque périleuse des structures du présent. Nul besoin désormais de ces intermédiaires dispendieux dont la facticité creuse un passé entre l'appréhension intellectuelle et la qualité même des valeurs saisies. Tournons-nous plus simplement vers la valeur intrinsèque de la matière, résidant essentiellement dans la notion de qualité, et sur cette base structurellement qualitative, chaque corporation pourrait être tenue d'abandonner dans les caves de la Banque centrale, préalablement débarrassée de tout dépôt métallique, le chef-d'œuvre de la profession. Les dix chefs-d'œuvre, ainsi rassemblés, matérialiseraient les directions spirituelles de base du pays, laissant libre accès à toute éventuelle potentialité évolutive, seule source de progrès. Cet exemple permanent, catalyseur de puissance latente en maintenant à l'esprit un échantillonnage stable, mais non clos, permettrait enfin de jeter les bases d'un système de troc fondamentalement sain et à l'abri des variations conjoncturelles quantitatives. Que vous inspirent ces propos de Denis Riou? Qu'est-ce qu'on peut dire de la langue, du style et de la façon de parler d'Yves Klein? Alors, en général, je ne saurais dire, mais pour moi, Klein est éminemment convaincant. C'est-à-dire qu'on perçoit quelque chose de sa passion, de sa sincérité, de son désir d'authenticité. Et quelque chose passe par la voix. J'avais lu les textes de Klein avant de l'entendre, un peu par hasard, il y a très longtemps, mais j'avais lu, ça m'intéressait, mais sans plus. Et à un moment, j'ai entendu la conférence Sorbonne, et vraiment quelque chose, une sorte de déclic s'est produit en moi. Alors c'est personnel, bien entendu, mais je pense que quelque chose passait aussi par sa présence physique à lui. Tous les témoins que je connais parle d'un être qui était lui-même extrêmement rayonnant, qui était présent infiniment. Voilà. Et dans sa voix, je pense qu'on entend cela.
Sophie Crass, est-ce que la voix d'Yves Klein évoque comme cela aussi chez vous quelque chose qui est de l'ordre de la conviction et aussi on entend de l'humour dans ses propos Ouais. d'Yves Klein? Oui, moi j'entends beaucoup l'humour. Alors c'est vrai, c'est aussi dans ces extraits, on entend la salle qui réagit et qui rit en fait. Et ça, je trouve que ça fait aussi partie de la manière dont il faut comprendre ces écrits qui, de manière paradoxale, mais sont à la fois très sincères, très vraiment, ils sont à prendre au premier degré. Et en même temps, ils sont pleins d'une forme d'humour, pince sans rire, et notamment qui est un humour de pastiche. Dans ce texte, Klein, je ne sais pas si on l'entend, mais il emprunte tout le jargon des économistes de cette époque, les variations conjoncturelles, toutes ces formules un petit peu complexes qu'emploient les experts économistes à cette période, et que lui va revisiter à sa manière. Et ça, je crois qu'il y a voilà, un aspect de pastiche qu'il ne faut pas mettre de côté. Oui, parce qu'Yves Klein connaît très bien les théories de la valeur, il connaît les physiocrates, les valaraciens, les néoclassiques, et il cherche à récuser ces théories justement parce que pour lui, ces théories sont marquées par la quête du quantitatif, là où justement, comme on le disait, il recherche le qualitatif, Sophie Crass. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il faut pas, peut-être pas surestimer les connaissances économiques réelles de Klein. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il a cette citation dans laquelle il dit, au début des années 50, « Je ne suis ni un philosophe, ni un économiste, ni rien d'autre. Je me borne à exprimer mes idées qu'en tant qu'utopie. » Ça rejoint cette idée d'utopie qu'on employait tout à l'heure. Je pense que Yves Klein ne prétend pas être un économiste, il prétend pas du tout avoir une forme d'expertise économique. En revanche, il emprunte à un certain nombre de sources, de lectures, des choses qu'on entendait beaucoup aussi dans les débats de cette époque-là. Et il emprunte un certain nombre d'éléments qui lui permettent de faire de sa propre pratique artistique un laboratoire pour vraiment repenser l'économie de manière plus fondamentale dans son ensemble. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de son traité d'économie artistique qui s'intitule Esquisses et grandes lignes du système économique de la Révolution bleue et qu'il a publié en 1959, Sophie Crass? Alors, là encore, ça fait partie d'un ensemble plus large. C'est vraiment cette partie économique, finalement, n'est qu'un aspect d'un projet plus large de révolution vraiment importante en fait de la société dans son ensemble. Le fond, en fait, la ligne directrice, c'est celle dont on a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire remettre l'éthique au cœur de la réflexion économique. Euh, Penser en fait la valeur comme quelque chose d'essentiellement qualitatif, et d'où cette idée du troc en fait, échanger valeur contre valeur plutôt que de laisser des considérations monétaires se faire l'intermédiaire, jeter un voile en fait sur la réalité des échanges et des relations. Dans Art, la pièce de Yasmina Reza, Serge a acheté un monochrome blanc aux grandes dames de son ami Marc. Écoutez. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Bah, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux, que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout, cette merde par rapport à quoi? France Culture. Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Tu t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Entendez-vous l'écho? Tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? Tiphaine de Rocchigny. Nous continuons à explorer l'économie selon Yves Klein avec Denis Rioux et Sophie Crass. Alors les monochromes suscitent souvent l'incompréhension. Comment les œuvres d'Yves Klein ont-elles été reçues à son époque, Denis Rioux? Ah non, mais très bien. Très très bien. Alors ça dépend évidemment dans quel univers vous vous placez. Si vous êtes dans un univers qui ne s'intéresse pas du tout à l'art, ça paraît être une farce dérisoire et je pourrais en faire autant, etc. Comme Picasso à l'époque, mon gamin, on ferait autant. Mais sinon, très bien dans le monde de l'art, à preuve. D'abord, l'immense succès de sa courte carrière, ça ne va que de succès en succès. Et surtout, la commande, ça se matérialise par la commande qu'il a en Allemagne de décoration murale pour l'opéra de Gelsenkirchen. Et donc, il réalise ça en 1959, c'est assez tôt quand même. Et
Et ces œuvres ce sont se vendent ce sont extrêmement bien. des grands monochromes avec des éponges. Et donc c'est toujours là en place aujourd'hui. C'est absolument somptueux, mais je veux dire, on commande ça quand même à un artiste qui a 31 ans. Enfin, bon, et par ailleurs, donc après cette exposition de Milan en 57, il y a une double exposition à Paris la même année. Chez Iris Clair donc, et Colette à lundi. Et puis très vite, il a une exposition à Londres, des expositions en Allemagne, en Italie, etc. Et puis il va aller aux États-Unis. Il a un succès très mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, à New York. Mais par contre, il a du succès sur la côte ouest. Donc c'est un artiste qui connaît un véritable succès. Et là, la monochromie devient grâce à lui un objet d'intérêt majeur. Et en 1960, il est donc encore de ce monde, et ça fait peu de temps qu'il a commencé finalement, ça fait 5 ans. En 1960, il y a une grande exposition qui a lieu en Allemagne, qui s'appelle Peinture monochrome Malerae. Et donc là, on réunit des monochromes, et c'est à partir de lui, le terme vient de Restani, Pierre Restani et lui. Donc non, le succès est considérable. Un succès qui se traduit financièrement, puisque ses œuvres se Alors, vendent très bien. Il est un artiste extrêmement bien payé, Denis Rioux. Non, à cette époque-là, il roule pas sur l'or, pour reprendre. Non, simplement, ça va de mieux en mieux. Mais il était à l'orée d'une carrière. Les carrières à l'époque... Sophie Crass a rappelé le contexte économique, etc. Il faut aussi rappeler ce contexte artistique. On n'est pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui où, à peine sorti de l'école des beaux-arts, on vend à des prix que les plus chénis n'espéraient pas. À cette époque-là, les carrières sont lentes. Et là, c'est un très, très jeune artiste. Mais c'est un très jeune artiste qui bénéficie, là encore en Allemagne, à Krefeld, d'une rétrospective 1961 qui lui permet de créer des œuvres, donc de produire des œuvres. Il avait des idées, mais ce n'était pas, par exemple, des œuvres avec le feu. Des idées qui peuvent être matérialisées. Donc, alors, les prix, à cette époque-là, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il en vende énormément, mais... Le succès, en tout cas, de la réception critique est considérable. Et Yves Klein a fait breveter certains de ses procédés artistiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette démarche ? Pourquoi avoir recours à une protection industrielle pour une œuvre d'art, Denis Rioux ? Justement, le texte dont vous parliez tout à l'heure autour de l'économie, c'est un extrait d'un petit opuscule qu'il a publié en 1959, qui s'appelle le dépassement de la problématique de l'art. C'est le titre, le dépassement de la problématique de l'art. Et il s'agit pour lui constamment de dépasser, en effet, et il dira d'ailleurs à un moment, je l'ai fait, de dépasser la problématique de l'art. Et donc s'en tenir au droit d'auteur pour les œuvres ne lui suffit pas. Et du coup, il va explorer d'autres domaines, et en particulier ce domaine-là des brevets et celui aussi des modèles pour sa table, par exemple. Oui, alors justement, il a breveté, je crois, non pas le fameux bleu, mais la manière dont il prépare la couleur avec le médium fixatif, Denis Rioux. Oui, c'est cela. C'est cela. Il a pris un brevet pour le médium fixatif. Alors, il a pris un brevet pour la formule du bleu IKB, ce qui était rappelé tout à fait en début d'émission. Mais le bleu lui-même, c'est du pigment bleu outre-mer, et bien entendu, ça ne se brevette pas. Ça existe depuis bien longtemps. Par contre, le médium, il peut qu'il a mis au point avec Adam, il peut le breveter. Et peut-être il est intéressant parce que c'est un problème de qualité aussi, de savoir pourquoi il a fait ça. Il trouvait que les médiums, c'est-à-dire ce qui permet de fixer le pigment coloré sur une surface qui est verticale, et si vous le laissez comme ça, il va tomber, bien sûr, ça affadissait, ça ternissait le pigment. Il rayonnait moins, puisque j'ai utilisé ce terme après Klein. Et donc, il veut restituer toute la valeur native du pigment. Et au début, en 1957, il a même exposé du pigment pur sur le sol
pour que justement on comprenne que au fond c'est ça le but. Et il va trouver ce médium fixatif qui permet de conserver, c'est complètement exact, c'est vérifiable visuellement là pour le coup, qui permet de conserver cette intensité. Le brevet porte effectivement comme innovation, enfin le brevet c'est une enveloppe solo en vérité, c'est un tout petit peu différent, c'est un problème d'intériorité, enfin peu importe, il dépose ça à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, il porte effectivement sur ce médium qui permet donc de faire le bleu IKB, mais aussi les autres couleurs. Je crois qu'il a enduit les bonnes femmes de peinture, il les a poussées contre le feu. France Culture. Je trouve ça moderne, et puis c'est fantastique, c'est lumineux. Entendez-vous l'écho? Puis c'est tout, c'est beau. Tiffaine de Rocquigny. Nous avons parlé du rapport d'Yves Klein à la valeur de l'œuvre d'art, cette volonté de privilégier le qualitatif au quantitatif, de privilégier l'immatériel au matériel. Mais aujourd'hui, les œuvres d'Yves Klein se vendent à des prix records. Est-ce que ça n'est pas en contradiction avec ces théories sur la valeur de l'œuvre d'art, Denis Rioux? Ah ben bien entendu, c'est en contradiction ou pas. Enfin, je veux dire, ça se jouerait, de mon point de vue, ça se joue sur une autre scène. Finalement, tout ce qu'on a dit de Yves Klein, son rapport à l'économie, ses textes sur l'économie, la valeur, etc., tout ça, c'était aussi des éléments que je dirais didactiques ou pédagogiques pour nous expliquer ce qui caractérise ses œuvres, pour nous expliquer sa volonté de faire œuvre autrement, de dépasser cette problématique de l'art qui était celle de son époque et notamment de dépasser l'abstraction et la figuration, papa-maman, mais aussi toute l'époque est fondée là-dessus. Et le monochrome, c'est une voie où c'est ni abstrait ni figuratif. Enfin, on est voilà. Et donc effectivement, c'est devenu un récit qui adhère à l'œuvre, qui fait partie de l'œuvre de Klein. Et cette œuvre a, objet et récit confondus, un immense succès. Peut-être je peux mentionner qu'il y a presque une quinzaine d'années maintenant, paru un ouvrage autour des œuvres les plus chères du monde, et ça recensait comme ça les œuvres chères. Et pour la France, les artistes français du XXe siècle, c'est-à-dire nés après 1900, le top 5, c'était le principe de l'ouvrage, le top 5, c'était Klein. Et cela en particulier grâce à Daniel Môquet, qui a pris en main la succession de Klein et qui a permis une sorte de retour en grâce d'Yves Klein dans les années 80, Denis Rioux. Parce qu'il faut rappeler qu'Yves Klein est mort en 1962, très très précocement, à l'âge de 34 ans. Bien sûr. Alors, bien entendu, les successions des artistes, tous les artistes, ça, c'est absolument fondamental pour leur devenir et sur le marché. Et du coup aussi leur existence même, c'est-à-dire que les artistes peuvent sombrer dans l'oubli. Et si un travail n'est pas fait, voilà, c'est le risque. Alors Daniel Môquet, qui a épousé la veuve de Klein, Rotrott Klein-Wecker, qui était elle-même artiste et qui était héritière, s'est occupée à partir de la fin des années 60, je crois qu'il a épousé Rotrott en 68. Il s'est occupé de l'œuvre de Klein, et l'œuvre de Klein qui connaissait le purgatoire ordinaire des artistes qui disparaissent. Il y a une petite flambée d'intérêt au moment de leur mort, et puis après place aux vivants. Voilà. Il a essayé de faire remonter la pente, et il a réussi au-delà de tout espoir, mais avec vraiment un talent qu'il faut saluer. C'est un talent inouï. Un dernier mot, Sophie Cras, sur l'héritage d'Yves Klein et sur la valeur peut-être aujourd'hui de ses œuvres sur le marché de l'art. Oui, on se demandait tout à l'heure si finalement la vente d'un reçu d'Yves Klein pour sa zone immatérielle pour des prix comme ça extrêmement élevés et une forme de trahison de la pensée de Klein. Moi, ce que je trouve amusant, c'est que c'est comme si Klein avait un peu anticipé la possibilité que ça puisse arriver, puisqu'il a laissé dans l'œuvre elle-même
un avertissement, puisque sur les reçus, Denis Riou le mentionnait tout à l'heure, il est inscrit dans un encart que le reçu ne peut être revendu qu'au double de ce qu'il a été acheté. Et là, on voit en fait effectivement le décalage entre la progression des prix telle que l'envisageait Yves Klein et celle qu'elle a eu lieu réellement sur le marché de l'art. Donc voilà, je pense qu'il y a une certaine forme aussi d'anticipation en fait et de la capacité de l'œuvre à être réflexive, à nous faire réfléchir en fait sur sa propre condition économique. Ça, c'est vraiment un aspect très intéressant du travail de Klein encore aujourd'hui et à chaque fois que ses œuvres arrivent sur le marché. Et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter son ami et collaborateur Pierre Restany dans une archive de 1969. Toute la carrière d'Yves Klein, toute son œuvre s'est développée de son vivant dans une atmosphère de controverse, une atmosphère de polémique. Non pas pour le plaisir même de la polémique, mais dans la mesure où Yves était un intuitif, c'est-à-dire un homme qui avait eu très tôt une vision générale du monde. Et on ne peut s'expliquer l'œuvre de Klein, ses développements, son caractère d'impact d'ailleurs, et même son ambiguïté profonde, si vous voulez, sans faire cette référence à sa structure mentale. Il a eu un sentiment global de la vie, et il a essayé de l'exprimer à travers, d'abord, des phénomènes de démonstration simples comme la couleur pure, et puis ensuite, peu à peu, à travers une véritable mystique de l'organisation de l'univers.